Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette conférence Construire sa carrière dans l'animation. Le but aujourd'hui va être d'aborder un petit peu la carrière de Aude Fauconnier avec l'aide d'Olivier Auquier, tous deux de Dreamwall. Le deuxième objectif de cette session aujourd'hui, c'est aussi par le biais du parcours de Aude d'aborder un petit peu les points importants d'une carrière dans l'animation au niveau de la recherche de travail, des contrats qui existent et de comment vous pouvez un petit peu gérer tout ça. Pour vous expliquer tout ça, il y aura donc moi, François-Xavier Kernkamp, je suis account manager chez Amplo, qui est un bureau social pour artistes. Il y aura également Virginie Grulois, qui est gestionnaire de projet chez Mediarte, le Fonds social pour l'audiovisuel et le cinéma. Et également Sylvie Godefroy, qui est advisor Cultural Affairs chez Sabam for Culture. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la carrière de Aude avec, bien sûr, les études et les formations. Donc, Aude, toi, tu as commencé en fait avec l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Oui, c'est ça. J'ai commencé en 2019 à l'Académie des Beaux-Arts à Tournai. J'ai choisi la section dessin où j'ai pu explorer en fait dans un premier temps la technique du dessin au travers de différentes techniques comme les crayons couleur, l'aquarelle, l'encre de Chine, les découpages, collages. Vraiment différentes techniques. C'était un atelier assez ouvert où les professeurs étaient à l'écoute des étudiants, de savoir un petit peu quels étaient leurs projets personnels. Parce que c'est ça, en fait, la section dessin, elle avait pour finalité, en fait, de faire en sorte que les étudiants expriment leur propre langage artistique. Donc les premières années, c'était vraiment des années expérimentales et au fur et à mesure des années où l'étudiant affirme son identité en tant qu'artiste. Donc ici, il y a quelques travaux que je vais vous montrer en fait durant ces années d'études où, par exemple, sur le dessin ici, mon sujet, c'était de traiter par rapport au temps. Et c'est pour ça que je me basais sur des photos de famille et je prenais le pli d'effacer, par exemple, certains éléments que je dessinais. Euh, voilà. Donc, j'étais plus, oui, à utiliser la technique du crayon de couleur, mais aussi de l'aquarelle, qui va venir un petit peu après. Donc, je m'inspire, oui, à partir de photos de famille, de voyages, de paysages. Il y a une année où j'ai choisi le thème des animaux, plus dans l'idée qu'il y a un émerveillement en fait à observer la nature, de contempler les animaux, et donc j'étais à fond à dessiner toute une variété d'animaux, toujours en utilisant la technique crayon couleur, l'aquarelle, en combinant les deux. Alors, durant ces années d'études, il y a eu des jurys durant lesquels notre professeur en fait, de la section dessin mettait à disposition des lieux en fait, qui étaient abandonnés. Et elle avait l'autorisation en fait, de mettre à disposition ce bâtiment pour tous les étudiants de la section dessin. Et chacun avait un peu une pièce dans laquelle s'investir pour présenter un jury de fin d'année. Et donc, ouais, on avait la possibilité de dessiner carrément sur les murs, de changer de support autre que la feuille de papier. Donc là aussi, je me mettais sur le pli de me dire, bah ok, on peut dessiner sur les murs, alors on y va. Et toujours pareil, c'était dans l'idée soit de dessiner
des membres de la famille. Ou alors, comme dit précédemment, l'année où j'ai abordé le sujet des animaux, en fait, de faire des interventions murales. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là, si je ne me trompe pas, que tu as commencé à t'intéresser un petit peu à l'animation parce qu'il y avait une autre section. Oui, c'est exact. Et il y a une section art numérique, en fait, à l'Académie des Beaux-Arts à Tournai. Il y a une année où je pouvais prendre des cours d'option et je me suis dirigée vers la section art numérique. Il y a d'ailleurs, je ne veux pas balancer, mais un professeur de cette section ici dans la salle, coucou Thomas. Et donc j'allais souvent... Je pense qu'on peut, au vu du reste de ta carrière, on peut le féliciter. Hein. Oui. Donc, ce qui s'est passé durant avec ces cours d'option, c'est que je faisais essentiellement des flipbooks et du stop motion. J'ai tenté brièvement de faire de la 2D avec TV Paint, mais je me suis rapidement en fait retournée vers le stop motion et le flipbook parce que voilà, pour moi c'était le support papier, la technique du dessin. Je préférais rester quelque chose de plus artisanal en fait. J'avais pas spécialement l'envie de rester derrière un écran pour faire de l'animation. Je trouvais qu'il y a quelque chose d'intéressant lié entre mon travail de dessin et l'animation image par image en faisant des petites séquences animées. Donc j'allais souvent voir Thomas et notamment un autre prof, Denis, pour dire hey, « salut, t'as vu, voilà, j'ai fait un nouveau flipbook, qu'est-ce que t'en penses ?» Et ben voilà, j'avais un peu un retour pour dire c'est cool, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu améliores peut-être ça. Et j'allais parfois aussi avec des petits projets d'histoire. Thomas était là notamment pour essayer de réarranger au niveau du scénario, pour dire ouais, mais ça ce serait peut-être mieux que tu te présentes de cette façon. Et ouais, non, ils ont été vraiment de très bons conseils en fait par rapport aux petites séquences d'animation que je réalisais à ce moment-là, sans avoir à ce moment l'idée de me dire ben, je vais faire un métier. C'était plus un support que j'appréciais vraiment fortement pour me dire c'est vachement cool de voir ton dessin qui prend vie en fait. Et alors, tu t'es investi même encore de manière différente en t'investissant dans les cours de... Alors, tu me dis si je me trompe, les cours de crochet ou les cours de Oui, textile c'est ça. En fait, à l'académie, il y a aussi une section de textile. J'ai aussi pris quelques heures d'option là-bas. Et en fait, il y avait un prof qui faisait du crochet. Et je me suis dit, bon, allez, je vais apprendre à crocheter. Et ça a été fort utile dans le sens où ça m'a permis en fait de fabriquer en fait des peluches. Et le but, c'était de fabriquer mes propres peluches, mais aussi de les animer en fait. Et donc ici, par exemple, sur la photo, on voit, je suis avec mon pied de photo, mon petit appareil et une peluche que j'ai fabriquée. Donc on voit que j'ai un peu bricolé une structure vite fait pour essayer d'articuler une mouette dans ce cas-ci. Et ouais, c'était, je trouve, un autre mode à apprendre et qui est enrichissant en fait pour te dire ben, j'ai envie de faire mes propres animations. Voilà, c'est autant utiliser un autre moyen pour varier en fait les animes. Et donc, à ce moment-là, on résume, hein, tu es au tout début de ta carrière, tu n'envisages même pas d'en faire une carrière à la base. Et Non, puis finalement, tu as déjà testé le flipbook, le stop motion. Là, à ce moment-là, tu sens quand même venir l'envie de faire de l'animation, non? ouais, ça vient petit à petit, mais j'étais vraiment pas dans l'optique de me dire ben, il existe vraiment un métier d'animateur. Et ouais, j'étais plus dans le fonctionnement de dire ben, l'animation, c'est vraiment un outil intéressant et
j'ai envie de continuer mes propres histoires animées finalement. Donc, Ok. Ouais, je propose qu'on regarde une petite compilation de ce que tu avais fait à l'époque pour illustrer tout ça. Voilà, donc là on a un aperçu de ce que tu as fait à l'école. Et puis vient un moment la question de sortir de l'école, évidemment. oui. Et d'aller tester un petit peu tes compétences ailleurs, en entreprise. Et donc, tu commences à faire d'abord des stages dans le cadre de l'école. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu vers où tu t'es dirigé? Comment ça s'est passé? Parce que assez rapidement, curieusement, tu t'es tourné pas vers la Belgique. Oui. Donc, en fait, pour situer un peu, il s'agissait de ma dernière année à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Et le professeur de la section dessin m'avait proposé en fait de partir au Portugal pour rencontrer en fait un professeur d'animation qui pouvait être intéressant et m'amener en fait à me dire bah, ok, si c'est l'animation que tu veux faire, lui il peut peut-être te donner des pistes et ça peut être une manière de te dire ok, ta dernière année tu mets les choses en place pour faire ta carrière dans le milieu de l'animation. Donc, j'ai entrepris un Erasmus au Portugal dans un printemps. Je vais en venir au stage par la Tu fais à suite. ton aise. Et en fait, cet Erasmus a duré à peu près 7 mois. Donc, j'ai suivi les cours de ce professeur d'animation notamment. Et il s'est révélé en effet super intéressant en fait. Il avait une grande culture de l'anime et il apportait en fait une manière assez ludique de, de créer ses propres animations, que ce soit en imposant des travaux de groupe, mais vraiment pour lui le but c'était qu'on pouvait avancer davantage quand on partage en fait les idées, qu'on est la vie des uns et des autres. Et ouais, c'est un autre professeur en fait qui m'a énormément apporté dans ce parcours. Donc euh, là, je suis au Portugal et il se trouve que quelques mois plus tard, il y a un festival d'animation qui a lieu à Lisbonne. Ils recherchent des volontaires pour participer à ce festival. Je me propose pour me dire, bah, ok, ça peut être une expérience intéressante. Donc, je me retrouve à faire les sous-titres, à faire défiler des sous-titres pour les films français. Donc, par exemple, il y avait le film Kirikou qui était projeté, et moi, j'étais là pour cliquer sur la barre espace et faire apparaître les sous-titres portugais au bon moment. Donc, non, franchement, c'était super cool. Un peu stressant de dire faut que ce soit le bon timing et que enfin, les spectateurs ne soient pas perdus, mais ouais, et donc durant ce festival, j'étais bénévole, mais ça n'empêchait pas que je pouvais déjà rencontrer des réalisateurs, déjà des jeunes en fait qui travaillaient dans le milieu de l'anime, mais aussi d'autres étudiants qui avaient un lien avec l'animation. Donc c'était vraiment un moment d'échange qui était super intéressant. Et j'ai dit, ben, ok, ça franchement ça me plaît, j'ai envie de travailler dans ce milieu-là. Et J'ai juste envie de faire une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent, et qui effectivement dans la théorie semble logique, et pourtant il y a peu de gens qui le font, et on doit le redire régulièrement. C'est finalement ce genre d'expérience où on se mélange avec des gens, où on rencontre des gens, ça, pour toi, ça a changé quelque chose dans ta manière de voir les choses. clairement, c'est en fait comme je n'avais pas vraiment d'expérience, enfin je connaissais pas de personnes vraiment qui pouvaient à ce moment dire bah ok ça se passe comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Je faisais vraiment à partir je partais du principe il faut que je fasse des rencontres pour avoir une idée un petit peu plus précise en fait de ce qu'est le milieu de l'anime. Et ouais, c'est les échanges, que ce soit avec des réalisateurs, des étudiants,
c'est de dire, c'est vachement enrichissant et ça te pousse vraiment à te dire que ça vaut le coup de travailler dans ce milieu-là. Et Et du coup, j'en profite pour rebondir avec toi, Olivier, peut-être. Chez vous, chez Dreamwall, je sais d'expérience que vous êtes quand même très souvent présent sur les festivals, dans les événements de networking, dans les événements de speed dating, etc., etc. Pour vous, en tant que studio, c'est aussi quelque chose d'important. C'est là que vous commencez à repérer les gens, que vous commencez à discuter avec eux. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'on peut accompagner comme ça des parcours, on fait des rencontres, on peut communiquer sur nos projets, sur notre stratégie, et ce sont vraiment des rencontres qui sont décisives pour pouvoir constituer les équipes qui nous permettront de mener à bien les projets. Donc oui, on essaie d'être très présent. C'est ça. Et donc, de l'autre côté, c'est important que les étudiants et les personnes qui rentrent dans le secteur soient là aussi, évidemment, j'imagine. Ouais, bah oui. Parce que parler entre professionnels accomplis, c'est chouette. Mais Ouais. parler avec des nouveaux arrivants, c'est encore mieux, Et j'imagine. ces événements, ils sont clés aussi parce que c'est vrai qu'au quotidien, on est sur nos métiers, on fabrique beaucoup. Donc on gère évidemment les demandes qui rentrent dans les boîtes de mail, mais ces moments sont des moments qu'on peut privilégier pour les rencontres. C'est ça. Et où vous rencontrez parfois des gens avec qui vous allez travailler par la suite, Pas souvent. très souvent. Voilà. Souvent. Voilà. Parenthèse terminée. Aude, je te laisse continuer. j'ai peut-être un truc à rajouter en fait. Je ne sais pas si par exemple dans la salle il y a justement des personnes qui font plus du stop motion ou ce genre de choses, mais c'est voilà une petite expérience en fait qui est intéressante en fait à partager en fait. Durant la durée du festival au Portugal, je me suis un peu trimballée en fait avec mon pied de photo, mon appareil photo et une autre peluche que j'avais fabriquée. Je me suis posée dans la ville de Lisbonne, un endroit quand même où il y a énormément de passages. C'est la place du commerce. Je ne sais pas si certains connaissent. Et il y avait pas mal de touristes notamment en fait qui me regardaient en train d'animer ma petite peluche. Et ouais, en fait, comme il y avait le festival qui avait lieu à plus ou moins 1 kilomètre à pied de là, il y avait notamment des professionnels du milieu animation qui se baladaient dans la ville. Et les choses ont fait qu'à un moment donné, il y a un réalisateur et des animateurs, en tout cas des professionnels du milieu de l'audiovisuel, qui s'en sont arrêtés, avec qui j'ai pu avoir un échange, et pour certains qui m'ont laissé une carte de visite. Et en fait, ce n'était pas le but, quand je faisais cet anime, d'avoir un contact comme ça, c'était vraiment pas prévu. Mais ça peut être intéressant si certains font du sophmo, de provoquer en fait une rencontre par ce genre d'interaction. Bon, je dis pas, faut quand même oser le faire, d'aller en ville. Bon, avec un PC, c'est peut-être plus compliqué, mais ouais, c'est pour ça que je me dis que le sophmo, ça peut être pas mal en fait pour provoquer ce genre de rencontre quand il y a un événement comme un festival d'anime. Voilà. Voilà, donc le mot-clé, c'est de rencontrer des gens, Ouais. en fait, quel que soit le moyen ça. qu'on utilise. Et donc voilà, j'ai parlé du Portugal ici, de l'Erasmus qui commence à prendre fin. Et j'ai pas envie de rentrer tout de suite en Belgique. Et en fait, je me dis qu'il faut que je mette en place quelque chose encore plus concret pour faire une transition entre la vie d'étudiante et le milieu professionnel. Et je me dis, il me faut un stage. Et c'est à ce moment-là que je me dis, il me faut un stage dans une boîte d'anime. Et je me mets directement comme objectif sur la France, en me disant, il y a énormément de possibilités là-bas. Et je commence alors sur Internet à regarder en fait les studios existants et en regardant ce qui a été réalisé en fait, en me disant ça c'est chouette, je trouve ça chouette, j'ai envie de bosser avec eux. Donc je commence à créer une liste de différents studios. Là aussi je regarde tout d'abord ceux qui font du stop motion ou du court-métrage d'auteur. Je regarde un petit peu par rapport à ceux qui font de la 2D, en me disant, bon, ça vaut le coup d'essayer. Peut-être que ça peut
peut être une possibilité d'avoir un pied dans l'anime. En fait, c'est un studio à Toulouse, la Ménagerie, qui me répond finalement pour me proposer du décor sur une série de stop motion, Les Kiwis. C'est une série en fait pour les enfants dont le but c'est d'apprendre aux enfants à parler anglais. Et je me dis, ben, ok, c'est pas de l'anime, c'est du décor, mais c'est cool quand même. Allez, j'y vais. Et donc voilà, il y a quelques images ici en fait pour lesquelles j'ai réalisé des décors. C'est peut-être juste des petits trucs bidules, mais voilà, par exemple ici, il y a des trèfles qui sont animés en fait. Donc il y a aussi un petit décor. Donc du décor pur et dur, mais qui te met finalement le pied à l'étrier. Ouais. Et donc là, tes études se terminent. Oui, Voilà. malheureusement. Enfin, malheureusement, ou heureusement, hein, Ouais. heureusement pour C'est plein de gens un en chapitre fait. qui se termine pour un nouveau. Voilà. Mais tu te dis qu'il est encore temps quand même de travailler un petit peu en studio et donc de continuer un peu des stages. Or, comme on le sait, nous, mais que peut-être que vous ne le savez pas, les stages pendant les études sont effectivement autorisés, voire encouragés. Par contre, une fois qu'on n'est plus aux études, normalement, on ne peut plus faire de stage. C'est illégal. Et donc, pour ça, je vais me tourner vers Virginie Grulois de Mediarté, qui a mis en place tout un système pour vous permettre justement de faire des stages. Bonjour à tous. Je vais vous présenter en quelques mots Mediarté. Donc Mediarté, c'est le fonds social du secteur audiovisuel. Qu'est-ce que c'est donc un fonds social? C'est un partenaire neutre et objectif qui se trouve entre les employeurs d'un secteur d'activité et les individus, donc les salariés ou futurs employés. Et donc, voilà, nous, donc, on travaille sur tout le territoire belge et on a surtout comme mission une mission qu'on appelle de making of you, c'est-à-dire aider tous les employés ou futurs employés du secteur à devenir plus compétents. Et donc, comment est-ce qu'on exerce cette mission? Bien, justement, on a une mission d'information et de conseil sur les formations et les stages. Voilà. Donc, notre mission d'information, elle passe beaucoup par notre site internet, j'y reviendrai après. Mais donc, sur notre site internet, vous retrouverez justement une page sur les formations et surtout les formations continues du secteur qu'on essaie d'alimenter avec toute une série de partenaires de formation continue. Et donc, si vous voulez vous continuer à vous former après vos études, c'est intéressant de vous rendre sur notre page formation. Donc, elle existe en français et aussi en néerlandais, puisqu'on exerce notre activité sur tout le territoire belge. Alors, justement, en parlant des formations continues, je pense que là, c'est peut-être intéressant justement d'avoir l'avis d'Olivier et de Aude, hein, bien sûr. Mais en tant que studio, enfin, vous le voyez particulièrement, les techniques et les technologies et les logiciels évoluent très vite. Donc, est-ce qu'on peut dire que quelque part, c'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est compétent sur les outils actuels? Non, c'est vrai que c'est souvent le cas. Il y a encore un petit gap qu'il faut combler entre les besoins des studios et la réalité quand on sort de sa formation. Les outils ne sont pas toujours suffisamment enseignés et donc c'est les studios qui doivent finalement pallier à ça. Et dans ce cadre-là, un stage, c'est idéal parce qu'on peut vraiment prendre un confort de temps et s'aménager ce temps pour mettre le pied à l'étrier aux jeunes artistes pour apprendre les outils sur lesquels on va leur demander de travailler. C'est ça, et donc de dire, ok, on fait X mois de tel logiciel intensif et oui, c'est ça. hands-on. C'est l'immersion quotidienne avec l'outil qu'ils vont pouvoir utiliser si on leur propose de nous rejoindre sur le projet. C'est ça, voilà. Aude, toi, j'imagine que tu as aussi dû continuer à te former continuellement. On va le voir par la suite, mais...
Par rapport au stage Médiarté, ouais, ça a été vraiment le stage en fait qui m'a permis d'apprendre davantage par rapport à la 2D en étant en contact de professionnels qui avaient énormément à transmettre, des méthodologies que je n'aurais peut-être pas eu par moi-même. Donc, ouais, même au niveau technique, c'était vraiment formateur. Ok, merci. Et donc, comment ça marche exactement, Virginie, les stages médias, puisque c'est comme ça que ça s'appelle? Voilà, donc les stages médias, c'est justement fait pour combler ce gap qu'on ne peut plus faire de stage une fois qu'on est sorti aux études. Ça s'adresse aux personnes de moins de 26 ans, mais qui sont déjà sorties des études, donc, et qui sont entre guillemets en stage d'attente, qui ne reçoivent pas encore de rémunération de la VDAB, du Forum, de l'Actiris, enfin, qui sont inscrits pardon, à la VDAB, au Forum, etc., mais qui ne reçoivent pas encore d'allocation de chômage. Et donc, simplement, Médiarté ici joue un rôle entre guillemets d'intermédiaire entre l'entreprise et le stagiaire pour créer une convention de stage à 3 justement, faire en sorte que tous les stages du futur stagiaire soient justement bien répertoriés sur cette convention de stage, qu'on se mette des objectifs clairs tous ensemble et que votre stage se passe au mieux et justement en toute légalité. Vous ne pouvez pas normalement être rémunéré pendant ce stage, mais par contre, vous pouvez avoir des frais, etc., qui sont payés par l'entreprise, quoi. Donc voilà, ce stage doit être obligatoirement fait donc, dans des entreprises qui sont dans notre secteur, donc les commissions paritaires 227 ou 303, c'est assez technique, mais entre guillemets, ça regroupe tous les studios d'animation, quoi. Donc, voilà. C'est ça. Et une des idées, mais pas que bien sûr, hein, mais une des idées aussi, c'est de prémunir un petit peu le secteur dans son entièreté contre purement du travail gratuit. L'idée est vraiment que la personne qui va faire ce stage média soit formée de manière très concrète, avec des objectifs d'apprentissage, etc. Et ce qui permet donc de combler ce gap et de faire en sorte que les entreprises ne doivent pas payer pour former les gens, mais ce qui fait aussi que les gens, de leur côté, les travailleurs, ont aussi la garantie, en allant faire un stage média, tu me dis je me trompe, hein, de ne pas être cantonné au café et au sandwich, mais Oui. de faire vraiment quelque chose d'utile. C'est pour ça qu'il y a cette convention avec vraiment toutes les tâches qui sont répertoriées. Et entre guillemets, le stagiaire ne peut pas remplacer un travailleur. Il est là vraiment pour apprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un objectif précis. Je veux arriver à apprendre ceci, cela durant mon stage, quoi. Les objectifs sont bien mis à plat. Et donc, il y a vraiment un haut taux de conversion à l'emploi à la sortie du stage. Je pense qu'il y a de 60 ou 70% de stagiaires qui trouvent du travail tout de suite après leur stage, soit dans l'entreprise où ils ont effectué leur stage ou une autre entreprise. Donc voilà, c'est vraiment ça fait partie de la formation continue, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Merci Virginie. Alors revenons à Aude. Donc tu décides de faire un stage et là tu rencontres les gens de Dreamwall. Oui. Alors, c'était un peu stressant la première entrevue, dans le sens en fait où je savais le mail que j'avais envoyé, la bande démo aussi que j'avais transmise, en sachant très bien qu'il n'y avait aucune trace de dé dans cette bande démo, que j'avais un profil qui était très probablement éloigné de ce qui était recherché à la base en fait par rapport au studio d'animation 2D. Mais j'avais quand même tenté ma chance pour me dire, j'ai rien à perdre, autant essayer. Donc, ouais, quand j'ai reçu une réponse d'Olivier et Jean-Michel, j'étais stressée de me dire, ça y est, c'est parti. Et donc, il y a eu la première rencontre où il y a eu un peu une mise au point de savoir un petit peu qu'est-ce que faisait Dreamwall, quelles étaient leurs attentes.
et de voir un peu par rapport à mon parcours, en fait, le travail qui serait à fournir pour envisager, en fait, vraiment travailler chez Dreamall. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Olivier m'a prêté un livre de Richard Williams en me disant, tu regardes attentivement ça et tu reviens vers nous une fois que tu auras des choses à montrer en fait en 2D. Donc, je savais qu'il travaillait avec le logiciel Toon Boom et j'ai pris la licence d'essai dans un premier temps. Et ensuite, j'ai acheté en fait une licence qui permettait un petit peu plus d'accès par rapport au logiciel pour essayer de faire des animes un petit peu plus poussés, j'ai envie de dire. Et donc, comme ça, j'envoie mes premiers tests d'anime à Olivier en, en disant bah, ok, j'en suis là pour le moment dans mon apprentissage. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les conseils que tu as à me donner pour la suite? Et donc ici, il y a quelques petits extraits en fait des 10 tests que j'ai envoyés à Olivier. Et donc, dans ces tests, finalement, tu as commencé à travailler sur des choses très concrètes. On le voit au début, c'est plutôt de la création pure. Ouais. Et puis, tu as commencé à travailler sur des choses plus concrètes. Bon, ici, dans l'illustration qu'on voit, c'est Petit Poilu. Il y avait une raison pour choisir Petit Poilu? En fait, s'il y avait une raison, c'est je savais que dans les productions de séries 2D qui allaient à venir au studio, il y aurait le fameux Petit Poilu. Et je me suis dit, bah, ça vaut le coup peut-être que j'essaie de m'approcher un peu de cet univers-là. Donc j'ai tenté de redessiner les décors, j'ai essayé de créer les persos. C'était un petit peu laborieux, mais de faire le rig aussi. Donc c'est vraiment toute la structure pour me permettre d'animer le personnage. Donc c'était vraiment beaucoup de nouveautés. C'est apprendre à faire l'animation sur PC, me débrouiller avec une tablette graphique, prendre en main le logiciel, essayer d'ingérer en fait des aspects techniques de l'anime. Ouais, c'était pas facile. Hein. Mais donc, dans un premier temps, tu te crées toi-même une première base de compétences sur Toon Boom, en l'occurrence, en travaillant toi-même de ton côté, ouais. Avant d'envoyer tout ça à Olivier. C'est ça. Qui revenait, j'imagine, avec un feedback. J'essayais, en tout cas, oui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges dès le moment où on est rentré en contact. Et je ne sais pas combien de mails on s'est échangés, mais j'ai pu vite voir quand même que Aude progressait très vite et que, bon, apprendre Toon Boom seul, c'est une montagne. C'est pas évident, c'est pas un soft qui est facile à apprendre. Il faut plusieurs semaines. Et j'ai pu constater qu'elle s'en sortait vite, bien, et que de test en test, ces personnages étaient de plus en plus modèles, ces animations gagnaient en fluidité, et même s'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est là que je me suis dit qu'elle avait vraiment du potentiel. D'accord. Et donc, si on regarde un petit peu finalement ce que tu as fait pendant ces tests, on arrive à ceci. Alors, avant de peut-être passer à la suite qui concerne autre chose, donc toi, à partir de quel moment tu t'es dit, ok, là maintenant, je peux vraiment revenir chez Olivier et dire, ouais, là je crois que ça commence à ressembler à quelque chose. Est-ce que c'est Olivier qui te dit, bah, ok, là ça commence à ressembler à quelque chose, viens, ou est-ce que c'est toi qui a continué à le relancer? Ce qui s'est passé, c'est je me fixais en fait un peu un délai de 2 semaines pour envoyer une nouvelle anime, un nouveau test pour dire bon ok ça je vais quand même lui montrer. Bon, c'est vrai que de revoir un peu ces extraits-là, je me dis ben fallait quand même oser le montrer quoi. Mais sûrement j'ai souvenir que je disais ça c'est cool, j'ai fait un petit progrès là. Il faut absolument que je le montre et j'ai dit bon c'est pas parfait. Mais il faut absolument que je montre quelque chose que d'attendre 1 mois, 2 mois et de perdre le contact en fait. Je trouvais important justement de montrer que je ne lâchais pas l'affaire,
que voilà, je continue mon apprentissage. Bon, je n'avais pas me plaindre pour dire c'est difficile. Voilà, j'étais consciente que c'était quand même une montagne, mais en fait, chaque petit pas compte. Et voilà, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont plus talentueuses, qui ont déjà la formation et tout ça, mais je me disais, ça compte pour moi. Il faut que je montre qu'il y a un avancement dans cet apprentissage-là. C'est ça. Et toi, de ton côté, Olivier, c'était justement ça que tu voyais. J'imagine que le professionnel en toi se disait, OK, Elle ne lâche pas l'affaire. voilà, on n'est pas du tout sur du parfait, mais par contre, les progrès qu'elle fait sont significatifs. Oui, c'est et clair. Ça, c'est super important pour les studios, pour les gens qui montent des équipes. C'est la marge de progression, en fait. Évidemment, quand on débarque sur un projet, on a 1000 choses à apprendre, mais si on arrive à déceler que la personne va continuer à évoluer et rapidement, et bien là, on a peut-être une belle rencontre, quoi. Et donc, pour être un peu plus concret, peut-être sur le niveau d'exigence que vous avez, évidemment, vous demandez qu'il y ait des très bonnes bases, mais de ton côté, c'est aussi tout à fait possible de se dire, OK, cette personne-là, elle n'est pas encore tout à fait au niveau, mais par contre, vu son état d'avancement et le laps de temps pendant lequel elle a réussi à progresser, on va en fait pouvoir faire quelque chose assez rapidement avec cette personne. Et donc, je veux dire, c'est pas d'office des noms catégoriques, même si les gens ne sont pas parfaitement parfaits. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on doit conserver un équilibre dans les équipes, donc on peut intégrer des gens qui ont ces bases-là, qui sont encore un peu faibles, mais il y a un vrai potentiel. Mais on doit faire un équilibre savant entre des gens expérimentés, des gens qui commencent à être autonomes, et puis ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Mais non, c'est pas un non, au contraire, on est toujours intéressé de rencontrer les gens qui débutent. Voilà, c'est ça. Je voulais peut-être préciser ça pour les personnes dans le public qui sont peut-être encore aux études, qui viennent de sortir des études et qui se disent « j'ose pas envoyer parce que c'est peut-être pas encore tout à fait nickel et quand je vois ce qui sort, ça va peut-être pas tout à fait convenir ». En fait, c'est jamais forcément perdu d'avance, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on ne rebondit pas sur toutes les demandes et les candidatures qui nous sont envoyées, mais il y en a des dizaines. Mais par contre, on observe tout. Donc, on revoit des noms revenir 2 mois, 6 mois après. Et voilà, autant que possible, on essaie de regarder quelle est la progression. Et c'est comme ça qu'on essaie de suivre le réseau. Même s'il grandit, je pense qu'on est encore en lien avec le réseau. C'est ça. Et donc, c'est pas parce qu'on a reçu un nom ou une réponse moyennement chaude la première fois qu'il faut lâcher l'affaire. Alors, typiquement, quelqu'un qui nous envoie une demande pour un stage ou pour un job, il reçoit un mail automatique chez nous qui dit qu'on va y regarder. Et on y regarde vraiment. On prend du temps pour le regarder. On est plusieurs à avoir l'accès sur cette boîte mail Jobs. Et on classe dans des dossiers de stage, de spécialisation par métier. Et on se replonge régulièrement dans ces candidatures. Et parfois, on reçoit une candidature qu'on sent presque mûre, j'ai envie de dire. On va aller retracer l'historique pour voir si c'est quelqu'un qui nous a déjà contacté par le passé. Et on peut à ce moment-là déceler déjà une évolution. C'est ça. Donc, il ne faut pas avoir peur d'envoyer. Non, bien sûr. C'est un mail qui paraît impersonnel et automatique, mais ça ne l'est pas. Il y a un vrai suivi derrière. Ok, cool. Alors, là, on va arriver dans tout à fait autre chose, une histoire assez sympa, en fait, Oui. qui t'est arrivée au même moment. Oui, en fait, donc ici, ce qui s'est passé, c'est pendant l'équivalent de 3 mois, en fait, j'envoyais régulièrement les animations à Olivier. Et c'est en décembre qu'il m'avait parlé, en fait, d'un stage Médiarté pour me dire, je vois que tu as fait des progrès, mais si on passe par Médiarté, tu vas faire des pas de géant parce que tu seras en contact de professionnels. Pour moi, c'était Noël. Je me dis, franchement, c'est top. C'était vraiment une reconnaissance par rapport à tout l'investissement que j'avais mis pendant 3 mois pour dire, OK, il y a quelque chose à faire. Et en fait, à ce moment-là, il y a le professeur d'animation que j'ai eu au Portugal qui m'a recontacté. Et en fait, il avait un projet super sympa à me proposer parce qu'il avait connaissance du style d'animation que je faisais à ce moment.
C'était des animes à l'aquarelle. Et il m'a dit, si ça t'intéresse, il y a possibilité que tu fasses une animation pour l'ouverture du festival Monstra à Lisbonne. J'ai dit, ah bah cool, ouais, je veux bien. Et donc j'ai réalisé une animation de plus ou moins 5 minutes. C'est à partir d'une musique, du fado. Donc c'est une musique typique du Portugal en fait. Et donc j'ai construit, fabriqué une animation par rapport à cette chanson, par rapport à ce qu'elle raconte. Et cette animation donc, a été projetée au Festival de Lisbonne. Bon, elle n'a jamais été en compétition, mais elle a quand même été projetée dans des festivals pour des rétrospectives, notamment, que ce soit au Brésil ou en Argentine, par exemple. Donc, il y a quand même une fierté de se dire que cette anime n'a peut-être pas été en compétition, mais elle a quand même fait un petit bout de chemin. Et, ouais, Et donc là, on parle bien de quelque chose qui est venu par un contact que tu as Ouais. fait parce que tu es parti c'est ça. travailler finalement au contact de professionnels et qui serait probablement jamais arrivé si tu étais resté chez toi Oui, à faire tes trucs toute seule. sans doute. Voilà, donc là on a quelques illustrations évidemment. Et alors, après ça, donc, commence ton stage chez Dreamwall, Ouais. au contact des dizaines de professionnels qui composent l'équipe, sous la supervision d'Olivier. C'est parti, on est dans le grand bain, Grand moment, le premier jour était aussi impressionnant. j'imagine. Ouais. Et pendant ton stage, là, tu vas travailler sur pas mal de choses, sur pas mal de projets différents. Oui. Ce qui doit, j'imagine, être assez chouette de se dire, bah, non seulement j'ai plein de projets différents, mais en plus c'est des projets professionnels, financés, qui vont être vus par des milliers de gens, des centaines de milliers de gens, des millions de gens. Donc à ce moment-là, j'imagine que ça te donne un drive en plus pour te dire, là, il faut vraiment que je sois au taquet dans mon art parce qu'on attend beaucoup. Oui, c'est se dire que maintenant que le stage a commencé, qu'on y est, il y a des professionnels qui sont là tout autour pour apporter en fait des choses, pour dire ok, là il faudrait que tu bosses de cette manière. C'est vraiment pour apporter une méthodologie en fait qui me manquait dans mon apprentissage. Et j'ai vraiment pris tout ce que les personnes qui étaient autour de moi avaient à apprendre, en fait, à transmettre. Je dis, il faut vraiment que je sois à l'écoute de ce des conseils qu'elles ont à apporter. Voilà, c'est vraiment de se dire que en fait, c'est un travail d'équipe et il faut vraiment avancer ensemble finalement et c'est pas en faisant bon à part que ça peut fonctionner. Et ouais, c'est ici par rapport au projet de série notamment, c'est d'être à l'écoute de la manière de procéder de l'un de l'autre et c'est de voir un peu qu'est-ce qui convient pour bosser quoi. C'est ça, apprendre à maîtriser Ouais. déjà le travail en équipe, maîtriser les pipelines, maîtriser les deadlines, ce qui est quand même évidemment tout autre que quand on travaille pour soi finalement. Donc toi, est-ce qu'on peut résumer en disant que quand tu es arrivé là, tu t'es dit, ok, j'ouvre grand les yeux, grand les oreilles, et je me donne à fond, et tout ce que je peux apprendre, j'essaye de l'apprendre, parce Ouais, que j'ai 3 mois, et c'est maintenant. c'est clair que j'étais dans cet état d'esprit-là, quoi. C'était aussi de me dire, je me suis donné à fond pendant plusieurs mois pour apprendre le logiciel de mon côté. Maintenant, il y a vraiment un créneau pour me dire, ça, c'est le moment pour bosser dans l'anime, il ne faut pas que je me loupe. Et faut y aller, quoi. Faut se donner. Et on verra bien si ça se concrétise ou pas. Mais oui, c'était vraiment une expérience à saisir pour me dire, elle me sera bénéfique, quoi qu'il en soit, pour plus tard. Ok. Olivier, toi, quand tu accueilles des stagiaires comme ça, c'est quoi ton modus operandi? Voilà, la personne arrive le premier jour, qu'est-ce qu'on fait?
Comment Alors, ça se passe? C'est pas que moi qui porte ça, hein, c'est vraiment un accueil d'équipe. Ça fait partie de notre culture de studio aussi. Ils sont intégrés dans l'équipe au même titre que quelqu'un qui est engagé, en fait, un stagiaire. C'est quelqu'un qu'on va devoir accompagner, à qui on va confier des missions qui, au début, ne comptent pas, on va dire, dans le travail qu'on doit fournir. C'est d'abord des missions qui ont une valeur formative, mais on va essayer de faire évoluer vers ce travail utile pour pouvoir, en fin de stage, envisager de l'embauche. Donc c'est un accompagnement qui est fait, en fait, c'est ce qui est un peu magique dans la vie de studio, ce travail en équipe que Aude a rencontré, en fait, c'est un accompagnement qui est dilué dans toute l'équipe. Le lead va l'accompagner, mais aussi son voisin de table, la chargée ou le chargé de production, parce que c'est comme ça qu'on a envie de travailler, en fait, simplement. Super, enfin voilà, hein, c'est plutôt bien, je trouve. Donc là, le stage se passe bien, tu évolues bien, tout le monde est content, mais le stage se termine. Et donc à un moment, quand le stage est terminé et qu'on a fini ses études, ben, il faut trouver du travail. Donc là, je vous propose de rentrer un petit peu dans quelque chose d'un petit peu plus théorique, mais qui en même temps peut revêtir des aspects très très pratiques très rapidement pour tout le monde. C'est évidemment trouver du travail. Donc je vais repasser la parole à Virginie concernant Médiarté, puisque Médiarté, outre les stages, comme Virginie avait dit, permet aussi de faire le lien et de faire évoluer le secteur, notamment par le biais d'un site web qui est un peu la plaque tournante du secteur. Oui, voilà, donc en quelques mots, toujours dans cette mission d'information et toujours dans cette mission d'information et de conseil sur la construction de sa carrière, donc qui est la mission de Médiarté. On a un site web qui regroupe une grande partie des informations qu'on veut faire circuler auprès des gens justement qui cherchent du travail ou qui veulent évoluer dans leur carrière. Et donc, ça passe justement par une page job, donc qui est une des plus grandes pages job du secteur audiovisuel. Et donc, si vous la consultez, régulièrement, il y a des stages et des jobs qui sont postés. Il y a une page néerlandophone et une page francophone. Donc, il y a aussi des jobs dans l'animation qui sont régulièrement postés. Vous pouvez faire une recherche, si tu vas sur la page d'après. Voilà, vous pouvez aussi sur notre site web publier votre page talent. C'est gratuit. Donc vous avez donc l'occasion d'y mettre une petite photo, une petite bio, de le lier avec votre scan de compétences. Ça, j'y reviendrai après. Donc c'est un outil gratuit qui peut être qui est mis à votre disposition et donc on vous invite vraiment à utiliser parce que voilà, vous y mettrez vos coordonnées de contact, votre état d'avancement dans la progression de vos compétences et donc c'est vraiment utile pour vous faire voir. On peut aussi uploader son showreel, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. On peut y mettre également son showreel. Donc, chez Médiarté, on accompagne aussi les gens dans le développement de leur carrière. On a notamment un programme conjointement avec Acteris où on vous guide justement dans votre recherche de travail dans l'audiovisuel. Donc, ça s'appelle Médiartiste et c'est accessible à tous les demandeurs d'emploi. Pour l'instant, c'est uniquement sur Bruxelles, donc pour les personnes résidentes à Bruxelles. Mais il y a toute une série d'activités qu'on ouvre quand même à tout le monde. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer des liens avec le secteur audiovisuel. On organise beaucoup de sessions, justement, où on invite des boîtes pour des moments de rencontre entre les participants et les boîtes. On organise des visites inside the company, donc des visites de boîtes. Et donc, c'est aussi sympa pour pouvoir se créer des liens avec d'autres pairs, donc d'autres personnes qui cherchent comme vous. Et donc, c'est assez stimulant, quoi. Voilà, donc tu peux passer à la page suivante parce que je suis toujours sur Médiartiste.
Oui, Ouais. après c'est tout à fait autre chose. Mais, Ah, pardon, je croyais que... Voilà. Et donc, les différents thèmes qui sont vus dans Mediartis, ben, c'est justement quel est mon objectif professionnel, aller le préciser. C'est comment je vais pouvoir créer des contacts avec les boîtes, quels canaux je vais utiliser, comment je vais faire. On revoit avec vous votre CV, votre portfolio. Et on voit aussi comment améliorer votre capacité de réseautage, de networking, tout en restant fidèle à vous-même. Comment est-ce que je vais faire justement pour aller contacter des personnes, quels sont les obstacles que je rencontre, etc. Donc là, on vous soutient sur tous ces aspects-là. Et donc, je vais quand même parler du scan de compétences brièvement. Donc sur notre site, vous avez aussi l'occasion de faire un scan de compétences pour une ou plusieurs fonctions du secteur audiovisuel. Et donc, c'est une analyse en fait des compétences que vous maîtrisez pour une fonction visée. Et donc, vous pouvez le publier sur votre page talent. Et donc, ça montre un peu aux entreprises quel est votre niveau de connaissance, par exemple, pour devenir animateur 2D ou animateur 3D. Voilà. Et donc, c'est une petite photo, entre guillemets, de vos connaissances, vos compétences pour telle fonction. Vous pouvez la refaire tous les 6 mois, justement, pour voir si vous avez évolué, etc. Et suite à ce scan de compétences, il y aura des jobs qui vous seront proposés sur notre page job, une page spécialement pour vous. Donc là, il y aura des jobs qui vous seront proposés en fonction des fonctions que vous visez, du métier que vous visez. Il y aura aussi des formations dans la page formation qui vous seront proposées pour vous en fonction de ce que vous visez. Donc voilà, ça permet un peu de cibler, de vous aider dans votre recherche. Donc je vous invite à aller voir sur le site, en gros. Et de se situer aussi, parce que c'est vrai que souvent on voit sur les CV niveau dans tel logiciel, 4 sur 5 par exemple, 4 sur 5 par rapport à qui? Ouais. Par rapport aux autres professionnels du studio, par rapport aux seniors du studio. Voilà, c'est pas toujours évident de se situer là-dedans. Et donc le scan de compétences, si je ne me trompe pas, vous permet justement un peu d'avoir une vision plus ou moins objective de votre niveau par rapport à ce qui est attendu dans les studios. Oui, alors au niveau des logiciels, juste petite précision, on ne va pas dire sur Toon Boom, sur ceci, cela, mais par exemple sur un logiciel de 2D ou logiciel de 3D, parce que voilà, les choses évoluent tellement, donc on ne met pas de nom, mais voilà, des compétences génériques de maîtrise de ceci ou de cela. Voilà, ce qui permet un peu de se situer par rapport au reste des candidats, puisque vous n'êtes pas seul à postuler. Donc, une fois que vous avez fait un petit peu le tour de tout ça et que vous avez commencé à chercher du travail, évidemment, on se pose assez rapidement la question, salarié ou indépendante ou indépendant, tout simplement parce que on se retrouve, qu'on le veuille ou non, dans un secteur où les CDI ne sont pas forcément la norme. Le travail se fait énormément par projet et donc la question de où est-ce que je vais et comment je le fais se pose assez rapidement et on ne saurait trop souligner le fait qu'il ne faut pas se soucier de ça au moment où on vous propose un job, mais avant, pour que vous puissiez dire quand vous allez postuler, voilà comment je fonctionne ou voilà comment je ne fonctionne pas. C'est important, ça permet aussi au niveau de la structure RH du studio de savoir sur quel pied danser aussi et quoi vous proposer et quoi ne pas vous proposer. On revient encore une fois avec Mediarté, qui, encore une fois, le site plaque tournante du secteur, qui propose notamment des dossiers sur les conditions de travail. Voilà. Mais il faut simplement savoir que par commission paritaire, c'est-à-dire par secteur d'activité, il y a des conventions collectives de travail, des CCT, qui fixent les règles donc au niveau national dans un secteur d'activité. Et donc, dans le secteur audiovisuel, voilà, il y a toute une série de règles qui ont vraiment valeur juridique, notamment autour des barèmes. Voilà, combien vous pouvez être payé. Donc, si vous allez sur le site de Mediarté, vous retrouverez les barèmes par fonction et par année d'ancienneté. Voilà, donc il y a 10 catégories de barèmes. Donc,
assistants de production voilà, sont au plus bas des barèmes. Et je pense que les animateurs 2D, 3D sont dans les fonctions les mieux payées. Et donc, si vous voulez connaître le salaire minimum auquel vous devez être payé, en fonction de votre année d'ancienneté de votre fonction, vous pouvez aller voir sur la page des barèmes. Attention, donc il y a la commission paritaire 227 audiovisuel et film 303.01. Et donc il y a d'autres conventions collectives. Donc il y en a une sur les stages médias dont on a déjà parlé. Il y en a une sur les barèmes. Il y en a une sur l'indexation des salaires. Cette année, ils vont être beaucoup indexés, je pense, avec les inflations. Et il y a aussi une qui fixe le régime de travail, c'est-à-dire les heures que vous pouvez fournir par semaine, etc. C'est intéressant quand même de le connaître, d'avoir ça en tête. Et donc, il y a aussi une CCT sur la flexibilité du secteur. Voilà, on est dans un secteur quand même qui fonctionne par projet, et donc c'est important de savoir que voilà, il y a une certaine flexibilité justement par rapport aux heures de travail, ou s'il y a des journées ou des semaines où il y a beaucoup de travail à fournir, c'est autorisé, mais selon certaines modalités, et donc c'est important de les avoir en tête. Voilà, donc en tout cas, vous savez que vous ne devez pas tout retenir aujourd'hui, bien sûr. Sachez que sur le site de Médiarté, vous pouvez retrouver ce genre d'informations qui vous seront utiles par la suite. Pour ma part, je vais vous parler de choses beaucoup plus terre à terre. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis account manager chez Amplo. Amplo, c'est quoi? C'est un expert RH pour le secteur créatif. On est spécialisé dans le secteur créatif, on ne fait que ça. Qui permet en fait soit au studio d'engager des personnes sur des contrats plus ou moins courts, mais aussi qui permet aux personnes qui le souhaitent de devenir freelance et donc de facturer leurs prestations sans forcément devoir devenir indépendantes et donc en bénéficiant de contrats de salariés. Très très rapidement, en Belgique, parce que c'est une question qu'on nous pose très très souvent, en Belgique, il y a 3 statuts, salarié, indépendant ou fonctionnaire. Il n'y a pas de statut d'artiste. D'accord ? Ce qu'on appelle le statut d'artiste, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une exception à l'assurance chômage. Ce n'est pas un statut en soi. Donc vous ne pouvez pas facturer en tant qu'artiste. Vous pouvez être rémunéré en tant que salarié, facturer en tant qu'indépendant ou être fonctionnaire, mais ça c'est assez rare, particulièrement dans notre secteur. Dans notre secteur, on considère que le statut de salarié est le plus adapté. Pourquoi ? Tout simplement parce que financièrement, c'est plus sécurisant, dans le sens où vous payez des cotisations sociales au prorata de ce que vous gagnez, c'est-à-dire vous ne gagnez rien, vous ne payez rien, et vous bénéficiez du chômage entre vos prestations, puisqu'encore une fois, on est dans un secteur qui travaille principalement au projet. Dans la pratique, c'est simple, vous avez un contrat de travail, vous ne devez pas gérer de fiscalité, de comptabilité, etc., etc. Et vous bénéficiez d'une protection sociale complète, comme on l'a dit, chômage, mais aussi pension, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément le cas des indépendants. Pour être salarié, vous avez en fait que 2 possibilités. Soit vous êtes engagé en direct, ce qui arrive mais qui n'est pas vraiment la norme pour la majorité des gens. Et donc à ce moment-là, le studio a recours à un secrétariat social, à Certa, Partena, Delvaux, peu importe. L'administration est plus lourde pour le studio. Il a la responsabilité finale aussi. Et donc ça veut dire que avant de décider d'engager quelqu'un en interne, les studios veulent s'assurer que c'est quelqu'un qu'ils vont effectivement garder sur le long terme et pas juste pour un projet. Raison pour laquelle c'est moins employé, en tout cas pas systématiquement employé. Ou alors vous pouvez être engagé via un bureau social pour artistes, donc il y a Amplo, mais il y a aussi Tento, Merveille, etc., qui en fait vous permettent de travailler de manière beaucoup plus flexible sur des contrats courts et de pouvoir, une fois que le projet est terminé, passer à un autre projet. Ça veut dire que pour les studios, ils vous engagent pour la durée du projet, c'est très bien. Ça veut dire aussi que pour vous, vous n'êtes lié aussi que pour la durée du projet.
C'est-à-dire que si à la fin du projet, vous vous dites, en fait, moi, on me propose un autre projet, donc je vais faire ça, c'est très simple, vous n'avez rien à faire, vous ne devez pas démissionner, etc., etc. En fait, juste, le contrat se termine, vous allez travailler sur un autre projet ou sur votre projet perso. Voilà, c'est effectivement relativement flexible pour du travail de salarié. Et vous avez autant le contrôle que le studio sur ce qui se passe exactement et quel est votre salaire et quelles sont vos heures, etc. etc. Raison pour laquelle énormément de studios ont recours à ce genre de contrat court. Je vais faire une toute petite parenthèse très rapide parce qu'on n'est pas à l'avance, mais on a justement Alice du studio Dreamwall aussi qui est dans la salle. Alice, par rapport à ça, vous fonctionnez comment, plus ou moins ? C'est une question large. Plus précisément. Par rapport à ça, effectivement, comme tu le disais, on fonctionne au projet. Et il y a beaucoup de métiers dans l'animation et on n'a pas toujours tous les métiers en continuité dans le studio. Donc, on a quelques CDI en interne, mais c'est quelques. Et c'est des gens qui, en général, sont capables de faire de la 2D, de la 3D, d'être lead, d'être animateur. Donc, ils ont souvent beaucoup d'art de corps plutôt à leur art que l'inverse. Et ça veut dire que nous, on est capable de leur donner du boulot dans la continuité parce qu'on est sûr qu'on aura toujours des projets en animation 2D ou 3D ou éventuellement besoin de lead. On a souvent besoin beaucoup de lead et on n'en trouve pas beaucoup. Donc c'est vrai que quand on les trouve, on les garde. Et sur les autres projets, enfin sur les autres profils, on a quelques indépendants, mais c'est vrai que c'est pas courant et c'est moins courant que dans le live en fait, où là il y en a beaucoup plus parce que les missions sont plus courtes. Mais on a beaucoup d'intérimaires, donc via Emploi. Et là, en fonction des projets, souvent on part sur le principe qu'on part sur des contrats mensuels. Certains animateurs nous demandent des contrats hebdomadaires pour des raisons diverses et variées. Donc contrats mensuels qui sont renouvelés en général systématiquement, hein, parce qu'en général quand on commence un projet, on envoie un ordre de mission à chacun avec une proposition salariale sur base d'une simulation qui est faite par Emploi. Et on donne aussi une indication de la durée du projet en disant voilà, a priori, sauf contre-ordre majeur, parce que parfois ce qui nous arrive, c'est que les studios qui nous précèdent sont en retard et ont du mal à livrer le matériel sur lequel on doit nous travailler. Donc ça nous arrive très rarement, mais ça nous arrive de devoir dire bon là on doit mettre l'équipe à l'arrêt pendant une semaine parce qu'en fait on n'a pas de quoi vous alimenter en boulot. Mais en général, si tout se passe bien de ce côté-là, et aussi, comme le disait Olivier, c'est important, c'est qu'on a beaucoup de juniors qui viennent, et c'est le principe d'évolution qui est important chez nous. Donc, vous le savez probablement, mais sur les séries, on travaille beaucoup, et en long métrage aussi, sur des quotas. Donc, on a des quotas auxquels on a vendu, on a fait des devis auprès de nos producteurs pour dire, voilà, sur cette série, on va avoir une moyenne de quotas en animation de 6, par exemple, 6 secondes jour. C'est un travail d'équipe, donc on ne va jamais dire à quelqu'un, écoute, tu n'arrives pas au quota, on arrête. C'est vraiment de voir comment il va évoluer. Et si on voit qu'il y a une vraie évolution, alors il n'y a pas de problème. Si on voit qu'il n'y a pas du tout d'évolution et que vous restez à 1 seconde jour, c'est sûr que ça va être compliqué parce que si tout le monde est comme ça dans l'équipe, on ne va pas s'en sortir en fait. On n'arrivera pas à livrer dans les temps et puis on n'arrivera pas à financer, à continuer d'exister fondamentalement. Donc voilà, donc ça c'est les grands principes. Alors il y a quand même un travail qui est fait fort chez nous, c'est qu'on essaye de travailler dans la plus longue durée possible. Donc si ça se passe bien en termes de collaboration, que vous êtes content, que nous on est content, avec Olivier on essaye de voir régulièrement, il y a des entretiens individuels régulièrement au fur et à mesure du projet avec les chargés de prod et vos leads. Et on essaie de voir comment on peut vous donner de la visibilité sur les projets qui arrivent. Parce que le but, c'est que vous pourrez, si ça se passe bien, que vous puissiez rester le plus longtemps possible chez nous. Et donc, on travaille beaucoup avec les artistes sur le fait de leur dire, voilà, après juin, quand ton projet se clôture, on va avoir ça qui arrive. Ok, toi, tu fais par exemple je sais pas, on a des gens qui sont spécialisés, qui faisaient du layout en 2D, en box anime. Ok, il n'y a plus. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider éventuellement à te former à autre chose, pour faire du rig ou des choses comme ça. Et on essaye d'accompagner un maximum.
on peut pas accompagner tout le monde parce qu'on est 120 pour le moment, mais on essaye vraiment, quand il y a une volonté de la part de l'artiste à évoluer vers d'autres métiers, à les accompagner, et éventuellement, si on peut, leur prêter une licence, etc., pour leur donner de la visibilité et des opportunités d'évoluer, et qu'on puisse continuer à collaborer avec eux. Voilà, c'est global. Tu demandais, François, comment on accompagnait les stagiaires aussi. Oui. Désormais, on fait aussi des entretiens avec eux pendant et à la fin du stage pour leur donner ce même feedback qu'aux employés, quoi. C'est ça. Donc Oui. les stagiaires et les employés bénéficient du même feedback Ouais, et de la ouais, même, tout à fait. de la même visibilité, possibilité d'évolution. Super. Ben voilà. En fait, du coup, je ne vais pas m'apesantir plus longtemps sur la manière dont ça fonctionne dans les studios, puisque Alice vient de vous l'expliquer très très bien. Sachez juste que vous avez effectivement le droit d'être indépendante ou indépendant, mais que ça demande effectivement un gros suivi administratif et de comptabilité, raison pour laquelle en fait il y a assez peu de gens qui deviennent indépendantes ou indépendants. Il y a également une chose qui est extrêmement importante, particulièrement quand vous travaillez sur vos prods, mais qui est également important quand vous travaillez sur les prods d'autres personnes, c'est la gestion des droits. Et pour parler de la gestion des droits, nous avons donc avec nous, comme je le disais tout à l'heure, Sylvie Godefroy de la SABAM, qui va un petit peu vous expliquer ce à quoi vous devez faire attention et surtout vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir des références par rapport à ça. Voilà, bonjour à tous. Alors effectivement, ce qui est important dans ce type de rencontre, ce que je vous invite vraiment à retenir, c'est l'expérience concrète d'une artiste, une expérience pratique qui finalement est facilitée par des personnes ressources, par des compétences, dont celle de la SABAM. Et quand on parle de la SABAM, on parle de droit d'auteur. Alors globalement, qu'est-ce que c'est la SABAM ? C'est la plus grande société culturelle de Belgique. Nous avons un ancrage belge, donc tant francophone que néerlandophone. Au moment où je vous parle, j'ai mon collègue Yoti qui est en train de dire exactement la même chose à nos amis flamands. Nous avons un ancrage belge depuis 1922, date à laquelle la société a été créée. Donc un siècle d'existence, ça mérite d'être souligné. Une société qui a été créée par des auteurs, pour des auteurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, on assimile la SABAM à une société publique, à un ministère. Eh bien, pas du tout. On est une société privée, la plus grande de Belgique. Et nos équipes, on est environ 200 personnes à travailler à la SABAM. Et ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des experts passionnés par un métier qui n'est pas toujours facile à faire comprendre ni à l'opinion publique, ni aux différents partenaires et même pas aux auteurs finalement. Alors, qu'est-ce que c'est la SABAM ? Eh bien, c'est un partenaire, comme je vous l'ai dit, un partenaire de vos carrières artistiques qui gère différents types de droits. Alors là, je vais me focaliser sur les droits du secteur de l'audiovisuel, mais ce qui est important de savoir, parce que je crois en Belgique principalement, plus qu'ailleurs peut-être, un artiste n'est jamais seulement un artiste qui travaille dans une discipline particulière. On est un petit peu hybride en Belgique, on touche un peu à tout. Eh bien, la SABAM répond à ce type d'artiste qui touche à tout. On gère les droits du secteur audiovisuel, mais aussi de la littérature, du théâtre, de la musique, bien sûr, des arts plastiques et visuels. Donc voilà, toutes les disciplines artistiques qui existent sont gérées, représentées par la SABAM. C'est un atout considérable par rapport à d'autres sociétés de gestion qui gèrent des disciplines bien spécifiques. Alors, au niveau du secteur de l'audiovisuel, la SABAM gère différents types de droits, comme le droit de diffusion, télévision, salle de cinéma, les droits de câble, les droits des utilisateurs publics de copies privées, les droits Internet, bien sûr, YouTube, Netflix, Amazon Prime et que sais-je. Ces droits sont donc perçus auprès de l'ensemble des utilisateurs du répertoire de la SABAM et ils sont répartis vers l'ensemble des membres, donc des créateurs dont les œuvres sont exploitées publiquement. Alors, pour qui la SABAM travaille? Eh bien, pour vous, pour les artistes créateurs. Et dans le secteur de l'audiovisuel, voilà, vous avez là derrière la liste des auteurs, des créateurs que nous représentons et pour lesquels nous gérons des droits. Quand est-ce que vous vous affiliez à la SABAM? Vous vous affiliez à la SABAM, bien sûr, quand une œuvre existe, mais surtout quand elle va être exploitée publiquement. Si vous avez des œuvres créées mais qui restent dans un tiroir,
ce n'est pas utile pour vous d'être membre de la SABAM parce que nous ne vous servirons à rien. Nous sommes là à vos côtés dès lors que vos œuvres créées sont diffusées, exploitées, jouées publiquement. Alors, comment est-ce qu'on reçoit des droits quand on est un auteur-créateur ? La première étape, bien sûr, c'est de vous affilier à la SABAM pour vous faire connaître d'un secteur professionnel et surtout pour pouvoir être rémunéré dès lors que vos œuvres sont exploitées. Donc quand vous vous affiliez, la façon la plus simple, c'est de passer par notre site internet, partie affiliation. C'est un module en ligne qui est très simple, très convivial, pratique et surtout rapide. Sur un petit quart d'heure, vous avez répondu, même pas un quart d'heure, à peine 10 minutes, vous avez répondu à un formulaire qui vous situe, qui vous identifie, qui vous assimile à une catégorie de droits. Et puis, vous pouvez signer votre contrat et payer votre affiliation en ligne, et tout ça dans le même élan. Alors, qu'est-ce que ça coûte d'être membre d'une société de gestion comme la SABAM ? D'abord, vous devez savoir que vous devenez actionnaire de la SABAM, puisque nous sommes une coopérative. Donc, finalement, en tant qu'auteur de la SABAM, vous êtes mes patrons. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes une coopérative, donc vous libérez soit une part sociale complète, soit un quart de la part sociale. Ce que les jeunes en général font, c'est plutôt de libérer le quart de la part sociale, à savoir 31 €, et des frais de dossier de 75 €. Donc pour un montant de 106 € en entrée à la SABAM, mais vous avez toute une carrière qui s'ouvre à vous, vous ne payez plus jamais rien par la suite, il n'y a pas de cotisation annuelle comme d'autres sociétés peuvent les proposer, donc vous payez une fois en entrée et puis c'est tout, vous ne payerez plus jamais rien d'autre et vous êtes représenté. Alors, comment on bénéficie de droits ? Donc on s'affilie, comme je viens de vous l'expliquer, et puis surtout, on fait une déclaration. Alors ici, tout à l'heure, on m'a demandé de bien différencier la différence entre une déclaration et un dépôt. Donc la SABAM, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui va gérer ce qu'on appelle le droit patrimonial, donc le droit qui va générer une rémunération. Le droit moral fait référence plutôt à une intégrité intellectuelle. Donc quand vous êtes un auteur, que vous avez une œuvre et que vous voulez la protéger avant de la diffuser en vue, évidemment, d'une collaboration ou d'une diffusion publique, vous allez procéder à un dépôt. Il ne faut pas être membre de la SABAM pour faire un dépôt. Il suffit d'utiliser un service en ligne que la SABAM met à votre disposition tout à fait gratuitement. Donc c'est dépôtenligne.be. Vous allez là télécharger votre œuvre et elle est protégée, si vous voulez, parce qu'elle peut, en cas de litige, prouver une antériorité. Vous avez déposé votre œuvre sur un serveur protégé via la SABAM de manière tout à fait gratuite. Et en cas de litige, plus tard, vous pouvez prouver qu'à telle date, vous avez déposé ce dossier. Donc ça, il ne faut pas être membre de la SABAM, c'est gratuit, c'est donc pour tout le monde, pour tous ceux qui ont une œuvre à protéger. La SABAM, contrairement à la légende publique, ne protège pas les œuvres des auteurs, elle protège en quelque sorte l'auteur parce qu'elle va l'accompagner et le rémunérer quand son travail est exploité. Et pour ça, il faut donc déclarer l'œuvre. Donc il y a une grande différence de jargon entre le dépôt, droit moral, et la déclaration qui, elle, est finalement la carte d'identité d'une œuvre. Il faut être membre de la SABAM pour pouvoir déclarer une œuvre. Et une fois qu'elle est déclarée, eh bien, elle est sujette à rémunération. Voilà. Donc à quoi sert la SABAM ? Ça, je vous l'ai dit. Donc, pourquoi est-ce que des auteurs-créateurs vont s'affilier à la SABAM ? Pour différentes raisons. D'abord et avant tout, pour être rémunéré, bien sûr, quand on utilise son travail créatif, mais aussi pour notre expérience juridique, notre expertise juridique. Nous avons un service juridique pointu qui est mis gratuitement à la disposition des auteurs de la SABAM et qui rend des conseils. Alors, notre service juridique ne va jamais intervenir dans une question de droit moral. Comme je vous l'ai expliqué, la SABAM n'est pas là pour protéger le droit moral, ça c'est la loi qui s'en charge, mais la SABAM peut rendre un conseil sur une action à mener, une procédure à suivre, quand vous avez la sensation, l'impression que vos droits moraux sont bafoués. Et puis, nous avons un service juridique donc, qui peut rendre des conseils sur des contrats. Évidemment, l'intérêt, c'est peut-être bête à dire, mais on a souvent cette difficulté, c'est que les auteurs viennent chez nous avec leur contrat pour avoir un conseil quand le contrat est déjà signé et c'est un peu tard. Il vaut mieux venir avant de signer le contrat,
pour qu'on puisse attirer votre attention sur des points qui pourraient poser problème ou qui ne sont pas clairs ou qui mériteraient d'être approfondis ou adaptés. Donc en amont, bien sûr, de la signature. Donc notre service juridique est un atout considérable qui est à la disposition des auteurs, mais pas seulement. Nous avons aussi tout un département de promotion et surtout d'aide culturelle. C'est ce que je représente aujourd'hui. Je suis responsable des affaires culturelles francophones à la SABAM et donc, par le biais des affaires culturelles, on soutient les secteurs artistiques par une enveloppe budgétaire annuelle d'environ 1 500 000 euros, qui est divisée plus ou moins en 2 parts égales pour le nord du pays et le sud du pays, et qui va s'articuler autour de 3 formes de soutien. Le soutien individuel, c'est-à-dire le soutien aux auteurs, aux créateurs, qui sont membres de notre société et qui peuvent revendiquer des bourses. Il y en a dans toutes les disciplines. Nous avons une centaine de bourses à la disposition des auteurs en musique, en littérature, en théâtre, en arts plastiques et visuels. Et bien sûr, ce qui vous intéresse spécifiquement, c'est les bourses dans le secteur de l'audiovisuel. On a des bourses qui soutiennent la recherche et le scénario, des bourses pour les productions légères, des bourses qui marchent très bien sont les bourses à destination des étudiants pour le développement de courts-métrages. Nous en avons à destination des étudiants, mais aussi des professionnels. Je vous invite à aller sur le site SABAM parce que je crois que le temps manque pour que je vous fasse l'inventaire complet de toutes nos bourses. Mais voilà, je me tiens à votre entière disposition pour vous expliquer quelles sont les bourses que nous avons, les critères qui sont déposés et comment introduire un dossier de candidature. Nous soutenons aussi des fédérations professionnelles comme l'ASA, par exemple, la RRF, dans le secteur de l'audiovisuel et bien d'autres dans d'autres disciplines. Et puis nous soutenons aussi des événements. Donc voilà, il y a 3 grands axes de soutien par rapport à SABAM for Culture, le soutien individuel avec les bourses, le soutien aux événements et le soutien aux fédérations professionnelles. Et puis, un atout considérable, et je le cite avec d'autant plus d'enthousiasme qu'il est dans la salle aujourd'hui, je voudrais saluer son expertise pointue au service des auteurs. Nous avons, comme nous sommes pluridisciplinaires, une expertise transversale par rapport à toutes les problématiques artistiques, mais nous avons surtout une expertise très pointue par secteur d'activité. Et dans le secteur de l'audiovisuel, c'est François Stassens, qui est notre account manager, qui est là au premier rang. François, si tu peux faire un petit François, signe. tu peux peut-être te lever, Voilà, comme ça les gens peuvent t'identifier si jamais ils ont des questions après. Voilà. Donc, si vous avez des questions techniques, personnelles, qui concernent vos parcours, vos carrières, vos expériences dans le secteur de l'audiovisuel, eh bien, c'est à François qu'il faut vous adresser. Il a une réponse bien aiguisée pour chacune de vos problématiques. Et quant à moi, je suis disponible pour tout ce qui est affaires culturelles, tout ce qui est soutien, bourse et accompagnement. On fait aussi beaucoup de professionnalisation, d'ateliers, d'infosessions, de masterclass et de rencontres comme celle-ci dans lesquelles on est surtout là pour se mettre à disposition, bien plus que pour vous faire un cours ex cathedra de ce qu'est le droit d'auteur et de ce qu'est la SABAM. Parce que ce qui reste important avant tout, c'est évidemment de se concentrer sur l'expérience de cette jeune autrice. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvie. Et pour être donc tout à fait complet, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans les BSA, il y a Upload, Ento, machin, etc. Dans votre cas, il y a la SABAM, il y a la SACD aussi. Absolument, oui. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir Sylvie, François, les gens de la SACD qui sont là-bas. Voilà, il y a vraiment tout un domaine au niveau administratif où vous ne devez pas être expert parce qu'il y a des experts pour ça. Mais par contre, c'est important de savoir où trouver l'information et d'aller la chercher toujours avant, en prévision de, et personne ne va vous fermer la porte parce que votre projet n'est pas encore complètement monté. Renseignez-vous avant. On va revenir à la carrière de Aude, qui, après son stage, en fait, n'a pas dû chercher de travail, contrairement à la plupart des gens dans le secteur, puisque donc, finalement, ce stage s'est tellement bien passé que chez Dreamwall, vous vous êtes dit... on l'a embauché. Voilà, c'est ça, boum, ça c'est fait. Mais donc, Aude, toi, tu t'es dit, la 2D, ok, ça va, je maîtrise, mais... En fait, ce qui s'est passé, il y a un projet de 2D qui s'est terminé parce que voilà, ça reste des missions. Il y a un début, il y a une fin. Et donc, ça veut dire que j'avais un peu de temps en fait pour
apprendre de la 3D. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de me lancer là-dedans en me disant si j'apprends la 3D, ça peut être un outil qui m'aidera justement dans les moments où il y a une fin de mission, de me dire ça m'aidera à trouver d'enchaîner un autre emploi en fait dans l'anime. Donc voilà, je suis allée sur Internet pour essayer de voir s'il existait des formations 3D. J'étais Technocité, Technofutur. Il n'y en avait pas de disponible dans les médias au moment où j'avais du temps en fait, pour apprendre un nouveau logiciel. Donc, comme pour Toon Boom, j'ai décidé d'apprendre par moi-même en regardant des tutos sur YouTube notamment. Et en fait, il y a des personnages qui sont disponibles sur Internet qu'on peut animer en fait. Donc, il n'y a pas besoin de nécessairement passer par l'étape modélisation. Et là, pareil que pour la 2D, j'ai envoyé des petites séquences animées à Olivier. Là, la différence par rapport au tout début de mon apprentissage, c'est que j'avais des bases en animation, en fait, finalement, grâce justement au précédent projet 2D. Et donc, tu as continué à te former en continu, Voilà. comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment important. On va regarder un rapide extrait de ce que tu avais proposé. Ce qui t'a permis, du coup, de travailler sur d'autres projets, toujours au sein de Dreamwall, Ouais. sur des projets voilà, qu'on connaît tous, je pense. Olivier, toi, quand tu as vu arriver les tests 3D de Aude, est-ce que c'était pareil? Tu t'es dit, de nouveau, elle avance super vite, Continue super ses bien. promesses, oui. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle a compris que si elle voulait renforcer son employabilité, si je puis dire, il fallait faire de son talent d'animatrice sa force principale en apprenant d'autres outils. Parce que ce qu'on cherche, nous, avant tout, c'est le talent d'animateur, d'animatrice. Le reste n'étant que des softwares d'animation, finalement. Donc, ça lui permet aujourd'hui d'être polyvalente. Et donc, on peut l'employer 2 fois plus, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup plus de chances, comme le disait Alice tout à l'heure, qu'elle puisse passer d'un projet à l'autre et que finalement, ça ne s'arrête jamais vraiment. On même encourage si c'est des contrats beaucoup ponctuels. nos équipes à le faire parce que personne n'est à l'abri d'un trou de production. On essaie d'optimiser les plannings, mais des fois, il y a plusieurs mois entre 2 projets 2D. Et bien, si on peut permettre aux gens de rebondir sur un projet 3D, tout le monde est gagnant. C'est ça. Voilà. Et quand Aude a commencé à nous envoyer les premiers tests, je pense qu'elle était aussi coachée par les collègues qu'elle s'était fait pendant sa vie de studio. Donc, voilà, elle a continué à avancer de manière exponentielle, comme ça, c'était précieux. Super. Et donc tu en es arrivé à le showreel qu'on va voir maintenant, où tu as travaillé donc là sur les Schtroumpfs, manifestement, mais aussi sur d'autres séries. Et donc tu as pu rebondir d'un projet à l'autre au sein du studio, ce qui est évidemment assez confortable, j'imagine. Et enrichissant, en fait. C'est aussi bien la 2D, 3D. En fait, que ce soit la 2D, elle apporte à la 3D et inversement, en fait. Je l'ai remarqué un peu dans le travail que j'ai effectué en fait, à Dreamwall. Et au fur et à mesure du temps et des projets, je constate quand même que je progresse à mon rythme. Et c'est motivant, en fait. Bah oui, c'est ça. Ça te permet d'avoir à toi un travail varié et finalement relativement constant, puisque tu peux passer d'un projet à l'autre, même s'ils sont très différents, 2D, 3D, etc. Et pour le studio, j'imagine que c'est aussi intéressant de pouvoir se dire, voilà, Aude, on sait que quand ça c'est fini, on peut la mettre sur un autre projet qui n'a peut-être rien à voir, mais... Oui, de la stagiaire, en fait, Aude est devenue un atout pour le studio. Donc, en fait, elle devrait encore être sur les Schtroumpfs. C'est nous qui lui avons demandé de basculer sur un autre projet parce que c'est un projet qu'il fallait staffer et on manquait un peu de profil expérimenté. Donc, elle s'amusait beaucoup sur les Schtroumpfs. Mais bon, dans un esprit de bonne collaboration, elle a dit « Ok, pas de problème, je vais voir sur l'autre projet qui est très différent artistiquement, c'est beaucoup plus académique. » Mais du coup, comme elle est toujours curieuse d'apprendre, en fait, elle trouve aussi son compte. C'est vrai que ça faisait mal au cœur en fait, de quitter la série des Schtroumpfs pour basculer sur notre projet. Mais oui, je constate quand même que sur le projet ici, la famille Blaireau-Renard,
en fait, en termes d'animation, ça reste formateur, en fait. C'est peut-être moins cartoon que les Schtroumpfs, mais c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer en fait ce type de projet. Ça apporte quelque chose. Donc c'est vraiment important par rapport au milieu de l'animation, en fait, de ne pas rester fermé, en fait, de dire non, moi je veux tel truc et voilà quoi. C'est vraiment essayer de voir, de se dire faut rester ouvert à ce qui vous entoure pour dire ok, ça peut m'apporter quelque chose pour plus tard. Top. Et donc là maintenant, tu travailles sur The Fox Badger Family, dont on va voir un petit extrait, enfin une petite bande-annonce juste après. Est-ce qu'on a le droit de déborder de 5 minutes? Voilà. Donc on n'aura pas trop le temps pour des questions-réponses ici. Par contre, rien ne vous empêche de poser vos questions à l'extérieur, puisqu'on sera tous là, tous et toutes là pour y répondre, bien entendu. Mais donc on va vous laisser là-dessus sur cette bande-annonce de Fox Badger Family, et on se retrouve juste à l'extérieur pour répondre à vos questions autant que vous le souhaitez. Voilà, merci à toutes et tous, merci à toutes nos intervenantes et intervenants et intervenantes surprises. On vous souhaite une très très bonne journée. Il y a encore plein de super conférences tout au long de la semaine et de la journée. Donc n'en manquez pas, c'est vraiment très intéressant. Bon après-midi.